Donc bonjour Dominique Bourg. Déjà un grand merci d'être venu pour cette nouvelle journée d'audition pour cette résolution sur le Green New Deal ou le pacte des jours heureux. Donc pour notre niche parlementaire. Merci d'être venu avec les conditions de transport difficiles, mais nous soutenons toujours bien évidemment les grévistes. Donc vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne. Et puis donc, si tu as envie de commencer peut-être par un petit propos introductif, et puis après nous, on posera des questions avec Daniel Obono. Ok, merci et merci pour l'invitation. Merci. Alors, ce qui me semble important, c'est quand même de rappeler, disons, quelques éléments de contexte, puisque un New Deal ou un Green Deal est censé répondre à une situation environnementale qui est une situation globale, et on n'a pas toujours assez précisément à l'esprit les enjeux en la matière. Donc je voudrais rappeler deux choses. Je voudrais rappeler déjà la situation dans laquelle on est parce qu'elle empire extrêmement rapidement et là, très sincèrement, on vient de franchir un seuil. Les gens n'en sont pas toujours très conscients. Et puis je voudrais rappeler, disons, quelques ordres de grandeur antérieurs qui font des limites les types de réponses possibles. Et justement, on ne doit pas être caricatural. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il y a des choses en termes d'investissement, en termes de technique, bien sûr, à faire, mais en même temps, il y a une limite, déjà une limite temporelle, et ensuite une limite absolue. Et c'est simplement des choses que j'aimerais rappeler. Alors, pour la situation dans laquelle on est, je voudrais déjà vraiment faire part de la prise de conscience relativement récente, avec deux paliers, des questions climatiques. Mais je m'empresse de dire qu'il ne faut pas être obsédé par la question du climat. Je ne veux pas dire que le climat n'est pas important, c'est absolument capital, mais le climat, ce n'est pas seul, et c'est lié à d'autres problèmes, à commencer par le vivant. C'est-à-dire, si pour sauver le climat, on doit accentuer encore la destruction du vivant sur Terre, c'est pas très très malin parce que le climat, ça n'a jamais que les conditions optimales d'épanouissement de la vie sur Terre. Donc, si vous tuez le vivant pour sauver le climat, c'est un peu Shadok. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, en fait, que ce soit le climat ou que ce soit le vivant, d'ailleurs, pour les deux, on vit une double accélération. Une accélération du phénomène lui-même, je vais y revenir, et une accélération de notre prise de conscience. Ce n'est pas exactement la même chose. Il faut bien distinguer les deux. Alors, très rapidement, jusqu'au courant des années 2000, au début des années 2000, on pouvait être relativement optimiste et on pensait qu'on aurait une très mauvaise passe et on pensait que les choses se limitaient en fait à la durée de résidence théorique d'une molécule de CO2 dans l'atmosphère, un siècle et demi. En fait, ce qu'on a compris, plutôt d'ailleurs vers la fin de cette décennie, c'est qu'on est confronté à une perturbation du cycle du carbone au très long cours. C'est-à-dire que dans 10 000 ans, il y aura encore 35% des gaz à effet de serre qu'on aura envoyés dans l'atmosphère. Probablement que la température va se stabiliser au début du siècle prochain. Elle va maintenir ce niveau pendant plusieurs millénaires. Et les conséquences de ces millénaires, en termes par exemple de vivants, c'est sur des millions d'années. Donc on est là sur quelque chose d'immense. Et ça, on a vraiment commencé à le comprendre que, disons, plutôt d'ailleurs même presque vers la fin de la première décennie du siècle. Et là, on a commencé à comprendre qu'on était sur une perturbation au très long cours et que du coup, plus les années passaient, plus les fenêtres d'opportunité en termes d'action se refermaient. Et c'est-à-dire qu'on continue à parler des 1,5 degrés. En fait, c'est quand même relativement absurde et pas très sain dans le débat public de continuer à parler des 1,5 degrés. Quand le rapport de 2018 est sorti, le seul scénario qui permettait ça sans émissions négatives, c'était un scénario de redescendre des émissions mondiales de 58% en 10 ans. Et encore, on a, je ne sais plus, 2 chances sur 3 ou une chance sur 2 de rester dans la cible. Le centre, l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc le grand centre de recherche français, est en train de mettre au point une nouvelle génération de modèles. Et là, non, les 2 degrés, on les a en 2040. Et je vous rappelle que les 2 degrés, ça signifie 2 choses. D'une part, ça signifie qu'on va sortir du haut du tunnel de variation de la température qui prévaut depuis le début du Quaternaire, ça fait quand même 2 600 000 ans, c'est assez confortable. Et donc on va sortir d'un tunnel auquel toutes les espèces qui vivent sur Terre, ou ce qu'il en reste, sont adaptées.
Et la deuxième signification de ces 2 degrés, c'est plus on excède les 2 degrés, plus on s'en éloigne, et c'est précisément ce qu'il faut absolument empêcher, plus un risque d'emballement est possible. Alors, ce qui se passe en Australie, ça peut déboucher sur, en fait, vous savez que c'est une surface équivalente à l'Irlande, sur une désertification. C'est-à-dire par l'étendue de l'incendie d'un côté et par le degré de chaleur quasi inouï, c'est aussi la faune des sols et pas simplement les animaux de surface qui ont été détruits, ce qui veut dire que la chance de voir se substituer à ces forêts, je vous rappelle que dedans il y avait des forêts primaires parmi les plus anciennes au monde, hein, eh bien la chance de voir se substituer à des forêts un désert n'est pas impossible, c'est même probablement probable. Il faudrait vous interroger les spécialistes du sujet. On a un même problème avec différents, mais avec l'Amazonie, voilà, on est vraiment, et la fonte accélérée de l'Arctique, c'est-à-dire que les mécanismes d'emballement, malheureusement, ils sont déjà un petit peu là. Et donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, on est face, normalement, en matière de climat, face à une urgence absolue. Et on voit bien qu'on a dépassé, en quelque sorte, l'amplitude de variation d'1 degré. On est à plus d'1 degré, probablement 1,1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. L'augmentation de la température moyenne. Je vous rappelle que pendant ce qu'on a appelé l'Holocène, c'est-à-dire la période qui se clôt en gros, enfin qui commence à la fin du précédent âge glaciaire et qui s'est probablement clos dans les années 50, là on jouait sur 1 degré. Là on passe dans le 2e degré. Et donc on voit bien que la hauteur des dommages est en train vraiment de changer. Et depuis 2018, on a en fait des vagues de chaleur en continu, du mois de mai pratiquement au mois de novembre. On a eu ça 2 années de suite, c'est du jamais vu. Et on voit que, alors non seulement du côté des scientifiques, c'est presque parfois une forme de panique, mais on voit bien que l'opinion publique, elle commence à se rendre compte de ces enjeux. Vous avez, je ne vais pas les reprendre, mais vous avez 3 sondages très intéressants qui sont parus en France sur la population française à la fin de l'année. Enfin, je vous les rappelle très rapidement. Moi, celui que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'enquête de Philippe Moati, montrant que si on demande aux gens de choisir entre des espèces de 3 attracteurs d'avenir, 3 formes d'utopie, technolibéral, ça va de start-upers que vous connaissez très bien jusqu'aux transhumanistes. On les côtoie beaucoup. Oui, alors eux c'est 16%, ce sont eux qui nous dirigent, mais ils ne représentent rien en termes d'aspiration de la population. Vous avez 29% les sécuritaires, vous les connaissez aussi, mais c'était 55% se disant écolo. Et ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont la question leur est posée, c'est désir de sobriété. Pour un Green Deal, il faut bien que vous ayez ça en tête. Désir de sobriété, désir de renouer avec la nature. Waouh, c'est fort ça. C'est pas simplement, si vous voulez, des petits changements. C'est vraiment une aspiration profonde. Ça, c'est 55% dans son. Alors vous allez dire, mais bon, notre ami Philippe a fumé la moquette. Non, parce que vous avez 2 autres sondages qui viennent corroborer ça. Un, c'était Dodoxa. Et c'est très lié à votre sujet, où on demandait aux gens si vous avez le choix entre la croissance verte et la décroissance, c'est fort, eh bien 55% optent décroissance, 45% croissance verte. C'est quand même énorme. Et puis, dernier sondage, alors je ne sais pas me tromper, j'ai un doute entre 58 et 68%, mais ça, c'était dans le Huffington Post, mais français, c'était la part de la population qui est sensible au thème de l'effondrement. Et je ne sais plus si c'était 58 ou 68, mais ça m'a complètement scotché. Donc, à partir du moment où vous avez quand même 3 sondages qui sondent avec des questions différentes, il y a bien quelque chose qui se passe. Alors, ça ne se traduit pas politiquement encore, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, ça peut se traduire différemment politiquement, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Mais c'est intéressant, il faut que vous soyez très attentifs à ce mouvement de fond de la population. Ça, c'est fondamental. Et par rapport au sujet que vous allez traiter, c'est vraiment fort que vous ayez bien ça en tête. Alors maintenant, si je regarde du côté, si vous voulez, de la vie, on a la même prise de conscience. En fait, ça veut dire quoi une extinction massive des espèces? Ça veut dire qu'entre un temps T et un temps T plus zen, vous avez vous avez au moins 75% des espèces vivant au temps T qui ont disparu au temps T plus zen. Mais en général, c'est 100 000 ans entre les deux. C'est assez confortable pour nous. Bon, et là, on se dit, oui, la 6e extinction, ok, mais on peut y aller, quoi, il y a de la marge. Ben non. Parce que ce dont on s'est aperçu, je prends simplement ces 2 études-là, parce qu'elles ont été les 2 faites en Allemagne,
l'une publiée il y a 2 ans et l'une il y a quelques mois. Alors la première, c'était sur les insectes volants. Là, on apprenait qu'en 27 ans, c'était jusqu'à 82% dans certaines circonstances qui avaient disparu des effectifs des populations. C'est énorme. Hein. Et là, la dernière, publiée dans Nature, fin octobre, 31 octobre, je crois, là, toujours l'Allemagne. Et cette fois-ci, alors c'est différent entre les prairies et les forêts, mais dans les prairies, en 10 ans, et là, les arthropodes, c'est plus large que les insectes, c'est toutes les petites bestioles qui sont enfermées dans une carapace. Évidemment, ce n'est pas des vertébrés. Hein, et qui se structurent par une carapace externe. Et c'est une grande partie du vivant, de ce qui nous reste de vivant. Et là, c'est 78% dans les prairies en moins en 10 ans. Donc, on a une accélération de ce qui restait de vie sauvage autour de nous. Donc, si vous voulez, c'est le tocsin qu'il faut sonner. Ce n'est pas des mesurettes. Bon, et il faut bien avoir ça en tête quand on va entendre ce qu'on va entendre ce soir là pour la Convention sur le climat. Donc, c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, une fois qu'on a compris ça, voilà, et puis l'Australie, c'est un peu un avant-goût de ce qui peut nous arriver quand même. C'est effrayant ce qui se passe là-bas. Et donc, une fois que vous avez ça en tête, la deuxième chose qu'il faut, je suis un peu long, hein, mais ça me semble important, la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est ça vient d'où tous ces problèmes? La généalogie est complexe, mais en fait, si vous voulez, pour les causes immédiates, vous en avez 2, et suivant le paramètre qu'on retient, les causes sont sensiblement différentes. En fait, pour beaucoup des dégradations, une grande part des dégradations, eh bien, c'est le niveau de flux de matière et de flux d'énergie. Enfin, les flux d'énergie en premier lieu, parce que les flux de matière sont dépendants des flux d'énergie. Et là, évidemment, c'est très clair, c'est lié très directement au niveau de vie. Vous connaissez ce chiffre, d'ailleurs en fait c'est même moins que 10%, mais les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres de la planète, et en France on n'en fait pas partie, il faut bien se rappeler ça, hein, les 50% les plus pauvres de la planète n'émettent que 10% des gaz à effet de serre. Donc quand vous avez des cinglés, et là, un de vos amis députés, mais franchement, pas de chez vous, je vous le dis tout de suite, c'était Julien Aubert. Je le dis parce que ça m'a tellement scandalisé. J'ai été auditionné par lui, j'ai toujours pas été remboursé de mes frais, mais ça, c'est pas bien grave. Mais pour ces gens qui sont près de leurs sous, ça vaut quand même le coup de le rappeler. Eh bien, quand je fais cet état, je dis, on pouvait avoir dans le siècle des centaines de millions, voire des milliards de morts, la réaction était bon débarras. Et donc, c'est pour ça que je vous donne ce chiffre, parce que, si vous voulez, vous avez des gens cyniques qui, et vous avez ça dans le terrorisme américain par exemple, hein, les derniers attentats terroristes de l'automne dernier, c'est une extrême droite qui vous dit qu'il faut supprimer une partie de la population. Je suis désolé, vous, entre guillemets, on va mettre tous les guillemets du monde possible, vous exterminez les 50% les plus pauvres de la population, en matière de flux d'énergie et de flux de matière, vous n'avez rien changé. C'est très important que je vous dise ça par rapport à ce que je vais vous dire après. Donc, si vous permettez, parce que c'est quand même une option dans les débats sur, type néo-darwiniste, en disant en fait le problème c'est la population mondiale, le nombre de gens qu'il y a sur Terre, et que ça a un impact aussi sur les ressources. Oui, mais bien sûr, ça a un impact. Je vais y venir. Justement, c'est pour ça que je tenais à bien faire le distinguo. Quand vous regardez flux de matière, flux d'énergie, non, c'est la richesse. Alors évidemment, plus vous avez de gens riches, alors rassurez-vous, les 10%, plus vous avez de gens riches, plus vous avez un niveau de destruction. Il faut être clair. Mais en même temps, attention, si vous regardez tout ce qui est vivant, et je vous ai dit, le vivant et le climat, c'est le recto et le verso de la feuille de papier Terre. Donc, là, si vous regardez l'impact sur le vivant, non, chaque individu qui arrive sur Terre a besoin d'une certaine surface pour produire sa nourriture, traiter ses déchets, régénérer son eau, son air. Et là, l'impact, il est presque un individu, je dis bien presque un individu égale une unité d'impact. Si vous êtes riche et si vous payez 3 hectolitres de jus d'orange, 1 hectolitre de café, 1 tonne de petits pains, vous allez crever assez rapidement. D'accord? Donc, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous avez une certaine forme d'impact qui est proche sur les questions de la vie. Donc, en fait, il ne faut pas opposer les deux. On a vraiment 2 problèmes. Alors, il faut tout de suite s'empresser d'ajouter que le problème population, la solution du problème population,
c'est des conditions de confort minimales pour tous. À partir du moment où vous les avez, le surcroît de population redescend. Et aujourd'hui, dans le monde entier, en fait, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Le seul continent où on attend encore un surcroît, c'est le continent africain, et pour des raisons très simples, c'est très lié au degré de pauvreté et d'éducation des familles. Quand une famille est pauvre et mal éduquée, vous avez beaucoup d'enfants. Quand ce n'est pas le cas, vous êtes déjà aussi dans la transition démographique. Donc, il faut bien avoir tout cet ensemble de choses en tête, pour bien comprendre. Et évidemment, la solution, ce n'est pas d'aller flinguer les gens, c'est tout simplement la solidarité et la justice. Si vous avez de la solidarité et de la justice, on survit. Et on peut même vivre correctement. Si vous n'avez ni solidarité ni justice, on va crever, et même les plus riches. Au bout d'un moment. Oui, forcément. Donc, et ça, c'est la chose clé dans le diagnostic. Il faut bien avoir tout, parce que le diagnostic, il est nuancé. Vous voyez ? Et souvent, ce qu'on fait, on va focaliser sur un aspect. Ben non, on est obligé de regarder les deux. On ne peut pas dire que la démographie n'a aucune importance. Simplement, le problème est en train de se régler. Et là où il ne se règle pas assez vite, on sait très bien comment on pourrait en accélérer le règlement. Et ce monde néolibéral d'écart croissant, c'est le plus contraire possible. Aussi bien sur le plan des flux de matière et des flux d'énergie que sur le plan de la démographie à ce qu'on doit faire. Pour ça qu'il ne faut pas gêner, bien regarder l'ensemble des choses. Donc, une fois que vous avez ça en tête, quand vous parlez de Green Deal, bon, disons que si c'est qu'une démarche keynésienne, on n'est pas dans le scope. Il faut être très clair. Alors pourquoi ? C'est là que ce serait intéressant que je monte des petites images dont on a parlé tout à l'heure. En fait, si vous voulez, regardons la chose de près. On va rester dans ce qu'on devrait faire, dans l'idéal. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'on va faire, mais restons dans ce qu'on devrait faire dans l'idéal. Donc, si on veut éviter une explosion des 2 degrés, et je vous ai rappelé tout à l'heure à quel point il était important d'éviter l'explosion des 2 degrés. Eh bien, il faudrait, et c'est ça toute la difficulté des transformations qu'on doit... Elles sont les... Oui, voilà, donc je fais ça, puis j'ai l'autre, impeccable, merci beaucoup. Donc, on va déjà mettre ça dans un premier temps. Voilà la difficulté. Dans un premier temps, on peut garder la version haute du GIEC. Ils l'ont conçu pour les 1,5 degrés. Et 1,5 degrés sans émissions négatives. Je vous rappelle ce que c'est que les émissions négatives. C'est le fait qu'on va aller capter du carbone de l'air. Alors tout de suite, pour barrer la route à ce genre d'idée, on peut comprendre ça de manière zinzin, on va foutre des aérosols souffler, laissons ça. Le truc le moins idiot, ça serait, et c'est ce qu'avait retenu le GIEC, ça serait de produire de l'électricité avec de la biomasse végétale. Soit des plantes comme le miscanthus, soit des arbres à croissance rapide, peupliers, etc. Et donc, le problème, c'est... Alors, du coup, pour que ça marche, il faudrait assez rapidement, en une dizaine d'années, faire que pratiquement toute l'électricité qu'on consomme au monde soit produite avec de la biomasse. On rigole, hein ? Bon, et rapidement. Une fois qu'on fait ça, effectivement, quand vous brûlez votre biomasse pour produire de l'électricité, c'est pas comme dans l'atmosphère. Là, dans l'air ambiant à Paris, il y a 415 molécules de dioxyde de carbone par volume, 1 million de molécules d'air, c'est pas beaucoup. Bon, si vous prenez le CO2 à la sortie d'une cheminée d'usine, c'est 15%, c'est énorme. Donc là, vous pouvez effectivement le capter, mais le capter, ensuite le transformer, c'est-à-dire vous devez soit le liquéfier, soit le solidifier, ensuite le transporter, et après le stocker sous terre. Là, vous avez déjà consommé 30% d'énergie que vous avez produite. Ensuite, vous avez un premier problème qui est un problème de concurrence des terres. Et pour que ça marche, il faut que ce soit massif. Or, on va avoir un problème de terre. On va avoir un problème de production alimentaire. Effectivement, avec les températures qu'on commence à connaître, ça va être difficile. Et ensuite... Y compris avec les insectes aussi. Bien sûr. En plus, bien sûr. C'est la productivité des sols qui est en cause. Bien sûr. Mais vous avez derrière, aussi le problème de la diversité du vivant. C'est-à-dire que si vous devez allouer des surfaces massives à une production purement énergétique, vous flinguez encore plus le vivant sur Terre.
Donc, si vous voulez, c'est quand même une solution de Shadop, cette histoire. Ce n'est pas le truc qu'il faudrait faire. Donc, pour cette raison-là, gardons ce qu'avait proposé le GIEC, c'est-à-dire une redescente gigantesque de 58% en 10 ans. Ça serait la sécurité. Enfin, la sécurité, ce qui nous empêche les choses les plus horribles. Et ça, en 10 ans, vous allez, même avec un Green Deal puissant, ne rêvez pas, en 10 ans, vous n'allez pas changer les infrastructures de production énergétique de toute la Terre. Vous ne pouvez pas. C'est énorme. Pour le moment, c'est 81% de fossiles. Donc même si vous multipliez, alors vous allez me dire, on va mettre des éoliennes partout, ok, mais l'éolien, c'est que l'électricité. Vous n'avez qu'un tiers du problème. Bon. Vous allez faire comme Madame von Leyden qui nous raconte qu'il n'y a pas de problème, dans X temps, 90% des carburants seront non polluants. Attendez, le rêve, cette brave dame. Mais avec quoi? C'est simplement une pollution déplacée qui est plus à l'amont. Donc, le pas de temps de la production d'énergie, le plus court, c'est tout ce qui est ENR, c'est en gros 25 ans, une cuve de centrale nucléaire, c'est entre 40 et 60, un barrage, c'est plus d'1 siècle. Là, vous ne changez pas tout ça en 10 ans. C'est des décennies. Ok? Alors, vous allez en changer une partie, et puis plus on va vite, plus c'est ok, d'accord. Ensuite, après, vous avez la marge de manœuvre sur le bâti. Ok, mais vous n'allez pas, c'est 1% par an au mieux qu'on rénove. Vous n'allez pas en 10 ans rénover 100% du bâti. Donc c'est en plus compliqué. Bon, après vous avez joué sur les petits convertisseurs d'énergie. Alors là, faites attention. Même, j'ai dirigé pendant des années un programme du ministère de l'écologie qui s'appelait Movida, qui est assez intéressant. On a réfléchi, on a financé de la recherche sur les modes de vie. Et donc, on a regardé ce qui se passait quand les gens arrivent dans un écoquartier. C'est pas évident, c'est pire qu'avant. Parce que si vous voulez, ils économisent évidemment de l'argent sur leur note de chauffage. Ils achètent un sèche-linge, une bagnole plus grosse, ils vont aux Bahamas. Non. Non, j'exagère à peine. C'est pas les chômeurs, finalement. En gros, ils auraient gardé leur passoire thermique, c'était pas plus mal. Ouais. Bon, donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et vous aurez le même problème avec les petits convertisseurs d'énergie. Si vous n'arrivez pas dans une société, et c'est là que votre planification est très importante, si vous ne vous donnez pas des objectifs sur ce qui rentre et ce qui sort, tous ces efforts-là ne servent à rien. Donc, alors, là, vous avez sous les yeux, en fait, c'est Novetti qui avait traduit une analyse, mais ça, il faut que vous l'ayez, je peux vous l'envoyer, mais ça se trouve sur le net, du cabinet BL Evolution. Eux, ils se sont dit, voilà, on imagine sur 10 ans, on descend de 63% en France les émissions de CO2, on n'y arrive qu'avec des choses comme ça. C'est-à-dire pratiquement plus d'avions, la viande, plus beaucoup, la bagnole, ça devient un truc rare, etc. Si vous voulez vous faire élire avec ce programme, je vous dis tout de suite, vous allez faire comme moi, 1,8%. Vous ne ferez pas plus. Bon, donc c'est bien la difficulté. Mais c'est bien face à ça qu'on est. Et en fait, on va me prendre pour un guignol, mais je suis désolé, j'assume, c'est pas absurde. C'est bien entre ça et le deal qu'il faut trouver la solution. Mais ça, vous ne le faites pas dans une société inégalitaire. Oui. Absurde. Comment vous allez légitimer à 8 milliards sur une planète en feu, au sens propre comme au sens figuré, que des individus aient une empreinte écologique de 3 planètes et d'autres de 0,6 ? Comment vous faites ? Moi, je veux bien, mais allez-y. Ça passe pas. Donc, et ça, c'est un défi anthropologique immense. Chacun de nous a tendance à regarder les petites différences inégalitaires les plus proches. Donc, on est face à un défi gigantesque. Et ce défi, on ne peut avoir une chance de le surmonter qu'avec ce qui est en train de se passer dans la population. Ça, c'est fondamental. Cette espèce de changement, cette espèce de gain, si vous voulez, de conversion de la conscience sur un plan écologique, elle est en cours. Les sondages que je vous ai montrés, il y en a 3, c'est quand même intéressant. Il faut vraiment se taper là-dessus. Mais ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais y compris, ça peut aussi, tout à l'heure on parlait de futur désirable. Oui. Ça peut aussi faire un futur désirable, parce que les chiffres, ils seront mis sur la vidéo, on voit mobilité moins 76%, résidentiel moins 74%, biens et services moins 73%, vol moins 72% et alimentation moins 58%.
Si on reprend tout à l'heure, on parlait de la construction, de la rénovation. Carnet, alimentation carnet. Oui, alimentation carnet. Nous, on a beaucoup travaillé sur la question de l'éco-construction en bois, terre, paille et pierre. Concrètement, ça, dans les estimations qui ont été faites avec pas mal d'auditions, on estime que ça crée 1 million d'emplois, que pour le coup, ça redonne vraiment, réellement, et un savoir-faire et des métiers à des petits artisans, et ça reprend concrètement, ça éloigne les grands du BTP, que ce soit les Vinci, les Bouygues, les Eiffage, sur des choses qui sont... qui refont appel à des savoir-faire. Et ça, même si c'est très... Il disait que ça pouvait diminuer en 10 ans de 40% les émissions de CO2 liées à la construction. À la construction, voilà. Ce qui est non négligeable. Ce qui est déjà non négligeable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, même si c'est vertigineux, je pense que c'est important effectivement de ne pas se voiler la face sur ce que ça veut dire très concrètement. Tout à fait. Je pense que ça peut aussi donner un avenir désirable aux gens. Et du coup, ça revient aussi sur une proposition que tu as faite et qui nous paraît très intéressante. Peut-être que tu veux continuer avant. Oui, pour vous montrer. Parce que, et puis après, je te pose cette question. En fait, si vous voulez, ce que je voudrais bien vous montrer, c'est que bien vous faire comprendre la question du pas de temps. C'est-à-dire que si on veut prendre les choses au sérieux, il y a une espèce de mobilisation avec vraiment un effort qui doit être consenti par tous, mais c'est quand même hard. Et il ne faut pas mentir sur cet effort. En revanche, si je regarde sur le plus long terme, non, là ça commence à redevenir plus confortable. Mais juste avant, je voudrais faire une petite parenthèse sur la question de la production alimentaire, ce qui est vraiment un aspect fondamental. Aujourd'hui, à minima, pour produire une calorie alimentaire, je dis bien à minima, ça peut aller jusqu'au triple, c'est 10 calories fossiles. En fait, si je prends au sérieux la redescente énergétique, encore une fois, après, peut-être qu'on va retrouver de l'espace, technologiquement, etc. C'est pas impossible, j'en sais rien, mais c'est tout sauf impossible. Mais en tout cas, ce dont je suis relativement certain, c'est qu'on a une passe de redescente rapide. Et cette passe de redescente rapide, il ne faut pas oublier l'agriculture. Or, ça signifie quoi ? Si effectivement aujourd'hui une calorie alimentaire elle est produite par au moins 10 calories fossiles, ça signifie, et c'est un bouquin qu'on va sortir dans ma collection au PUF, ça signifie qu'on a un modèle agricole complètement différent. Il n'a rien à voir avec le nôtre. Mais il faut être assez clair, ça peut probablement vouloir dire, alors là en termes d'emploi c'est une très bonne chose, mais ça pose un défi social énorme, ça peut probablement vouloir dire que à la fin de cette redescente de 10 ans, imaginons qu'on la fasse, eh bien, vous avez jusqu'à 30% de la population active qui est allouée aux tâches agricoles. Et ça, alors, c'est très compliqué. Ça pose plein de difficultés, avec un retour à l'attraction animale, etc. Oui, on ne rigole pas, là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et donc, ça pose plein de soucis. Alors déjà, il faut bien voir qu'en France, aujourd'hui, et vous avez tout un numéro de Kaizen, là, qui était le dernier, qui était lié à ça, en France, aujourd'hui, vous avez... En gros, 50%, c'est à peine moins, des installations qui sont le fait de gens jeunes, dont ni les parents, ni les hommes et femmes et hommes, dont ni les parents ni les grands-parents n'étaient agricultrices ou agriculteurs, et sont souvent des gens avec un très bon niveau de diplôme. C'est assez intéressant comme symptôme. Et puis... là, j'y vais fort, mais en fait, si on s'en sort dans cette passe difficile, il faut bien imaginer qu'il ne faut pas brider notre imagination. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles sont gigantesques. Ça appelle une mutation aussi forte que celle qu'on a vécue au néolithique, et ça n'a pas été génial. Tout de suite, le néolithique, c'est 10% qui ont eu la vie facile, et 90% qui n'ont pas rigolé du tout. Mais il faudrait peut-être bien qu'on ne fasse pas la même erreur. Eh bien, vous pouvez laisser aller l'imagination. Pourquoi pas imaginer une société où vous avez une partie de la population avec une tranche d'âge qui est allouée à la production alimentaire. Puis le reste de la vie, on fait autre chose. Parce que, pour moi, encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que dans la réflexion aujourd'hui, et c'est important qu'à un moment donné, ça vienne de différents endroits, on remet complètement en cause la question des inégalités.
écologiquement, vous n'arriverez jamais à écologiser une société si vous retrouvez des inégalités importantes. Regardez les travaux de Piketty, c'est quand même un type qui vient de l'économie néoclassique, il va loin dans ses propositions. Regardez quelqu'un comme Gaël Giraud, c'est à peu près pareil. N'hésitez pas, alors pas pour demain, mais en vous projetant un peu dans l'avenir, n'hésitez pas à péter les cadres, parce que c'est énorme l'enjeu face auquel on est. Donc il ne faut pas hésiter dans la réflexion, dire oui, ça je peux imaginer ça. Après, comment on le fait, attendez, ça c'est une chose. Bon. Mais en tout cas, le défi, lui, il est gigantesque. Donc c'est aussi une chose qu'on peut regarder. Alors, une fois que j'ai dit ça, je reviens à ce schéma-là. Donc, le schéma que vous avez sous les yeux, je suis désolé, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vous le décris. En fait, c'est une étude, vous avez la référence, elle doit être dans le slide, qui a été publiée il y a 1 an maintenant, et qui est faite sur on ne peut pas, si vous voulez, pour vous, par exemple, c'est très important pour votre règle verte et votre planification, vous ne pouvez pas tenir compte que des limites planétaires. Les limites planétaires, c'est des enjeux au très long cours. Et quand on les a franchis, c'est irréversible et irréversible au très long cours. Donc en fait, si on veut des enjeux, si on veut des indicateurs intéressants, eux, ça commence à devenir intéressant. Ils ont fait un mixte entre empreinte écologique et limites planétaires. D'accord ? Donc le cercle vert, un peu plus foncé, c'est quand on dépasse, en gros, c'est quand on dépasse un mélange entre une planète et certains aspects des limites planétaires. D'accord ? Bon. Et puis, le cercle bleu, là, c'est plus sympathique. Quand on atteint le cercle bleu, c'est quand on a atteint, et ça, c'est la nomenclature de l'ONU, les 11 besoins sociaux fondamentaux. Vous avez accès à l'énergie, éducation, démocratie, qualité de la nourriture, qualité de la santé, bien-être, etc. Hein ? Alors, le seul problème, c'est qu'ils gardent toujours là, le premier, life satisfaction, c'est quand même carrément combiné au niveau de revenus. Non, je suis désolé, et votre copain François, il sait très bien. Le déterminant du bien-être, c'est le lien social. Et c'est l'épanouissement qu'on a dans la famille et qu'on a socialement. Évidemment, si vous êtes dans la mouise, si vous n'avez rien à bouffer, ça ne va pas marcher. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez un optimum de ce côté-là, après, c'est ça les déterminants fondamentaux. D'accord ? Donc là, c'est mal foutu. Mais moi, j'ai un thésard qui est en train de reprendre ça. Enfin bon, peu importe. Et donc là, vous avez le Sri Lanka et vous avez les États-Unis. Alors, les États-Unis, obèses. Et regardez, c'est 5 planètes, eux tout seuls, au prorata de leur population. Et donc, ils explosent les limites planétaires. Et ils n'arrivent même pas à satisfaire les besoins sociaux, tous les besoins sociaux. Et le bien-être aux États-Unis, je suis désolé, mais franchement, c'est nul. C'est franchement pas un pays, vous êtes heureux. Hein. C'est absurde. Et même le niveau de santé, il est meilleur à Cuba. Donc, c'est vraiment le contre-exemple total. Là, vous avez le Sri Lanka. Alors, je ne vous dis pas que la France doit devenir le Sri Lanka, parce que là, c'est pareil, en termes d'électeurs, vous allez avoir des problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à satisfaire les besoins sociaux fondamentaux. Santé, accès à l'énergie, éducation. Attendez. Et tout ça en étant mais largement en deçà de la limite. C'est-à-dire qu'on pourrait, si vous voulez, on peut faire beaucoup mieux dans le bleu si on va, sans le dépasser, jusqu'au vert foncé. Donc, en fait, en régime de croisière, on peut avoir des sociétés qui reviennent dans la limite planétaire et où il fait bon vivre, à mon avis, mieux que maintenant. Mais en revanche, on a une première période de 10, 20, 30 ans, je ne saurais pas le dire, j'en sais rien, mais au moins 10 ans, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on a connu, on va forcément le vivre comme un effort assez hard. Vous voyez ? Et c'est ça le défi qu'on a. Et franchement, politiquement, je vous souhaite bonne chance. Parce que se faire comprendre là-dessus... Mais du coup c'est un peu tout l'enjeu aussi... ces efforts-là, ils peuvent fonctionner pour une société que si la société elle-même se choisit des objectifs. Ça, c'est clair. Là, si vous voulez, encore une fois, si on entend par planification écologique le fait qu'on se donne des objectifs de redescente, et qu'on adopte un indicateur de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème. Si vous voulez, il n'y a aucun expert sérieux en matière d'environnement qui va vous dire « je ne peux pas avoir ça ». Après, à vous de l'entendre, etc. Mais on en avait juste la discussion aussi, même si vous voulez. En fait, ça suppose une approche scalaire.
C'est-à-dire qu'à la fois, vous devez avoir un État qui va veiller à un certain nombre de grands objectifs, qui va faire l'interface avec la globalité internationale. Tous ces grands objectifs, ils sont internationaux, ils sont globaux. Donc, contrairement à ce qu'on dit, si vous voulez avoir une véritable gouvernance globale, il faut que vous ayez des gouvernances nationales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des États qui retrouvent leur marge de manœuvre, on leur a supprimé, sur la régulation des flux entrant sur leur territoire. Là, on n'est pas très LRM, je le dis tout de suite, mais sinon on ne s'en sort pas. Mais en revanche, qu'il y ait une grande, si vous voulez, inventivité à petite échelle, etc., et qu'on s'inspire même du municipalisme à la Murray Bookchin, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il faut que vous arriviez à articuler ça avec des niveaux de gouvernance. L'État ne va pas s'occuper de tout, mais il va surveiller des indicateurs en termes d'inégalité. Il va surveiller des indicateurs en termes de biodiversité. Il va surveiller des indicateurs en termes de carbone, etc. Et là, il ne rigole pas. Mais ce n'est pas lui qui va forcément décider de la façon dont on les atteint. Voyez? Enfin, moi, la manière dont je vois les choses, c'est ça. Donc, on a toujours un État fort et ferme, mais il ne va pas tout faire, c'est trop compliqué. Et non seulement c'est trop compliqué, mais en plus, c'est très engageant individuellement. Si les gens n'ont pas une forme de maîtrise de ce qu'ils font, ils ne vont pas le faire. Il faut que l'État il soit simplement là, lui, à veiller aux objectifs, mais qu'il laisse une grande latitude dans la manière de le faire. Vous parliez tout à l'heure de construction avec paille, etc. Aujourd'hui, il y a une immense latitude possible en matière de construction. On laisse. OK, le seul truc qu'on regarde, c'est la norme. Après, la façon dont vous avez la faire, et socialement, je dirais, c'est pareil. Le seul truc qu'on regarde, c'est qu'il n'y ait pas des rigolos qui soient à 3 planètes. Mais après, comment Après, on vient, l'État, etc. il peut quand même organiser des... Par exemple, typiquement, l'éco-construction, il manque des formations quand même aujourd'hui. C'est la croix et la bannière pour avoir des gens qui soient formés. Oui, ça, c'est le rôle de l'État. Oui, ça, il y a... Voilà, non, mais attendez, moi, je vous donne les purs. Ouais. Mais bien sûr, après, il va intervenir sur ces plans-là, parce qu'effectivement, si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un défaut de formation totale. Alors, que la chose soit claire, hein, si vous voulez, le marché, quand vous avez à redescendre, là, on est dans une économie de guerre. L'efficacité, c'est l'État. Je suis désolé, ce n'est pas le marché. Chaque fois que vous avez une économie de guerre, on n'a jamais laissé le marché faire. C'est n'importe quoi. On est dans une économie de guerre. Et le seul problème, c'est que l'ennemi, c'est nous. Bon, c'est plus compliqué, mais on est dans une économie de guerre. Donc voilà, et là, non, le marché, je suis désolé, mais ça, c'est pas possible. Et du coup, toi, tu as pas mal... donc, tu as fait plusieurs propositions, notamment l'Assemblée du futur, dont j'aurais bien aimé que tu nous parles aussi, parce que la question quand même de savoir comment démocratiquement on arrive à ça. Alors, il n'y a pas que la question de comment est-ce qu'un gouvernement qui arrive à porter ça, il n'y a pas que la question de se faire élire qui arrive à faire ça, il y a aussi la question de, après, comment on organise démocratiquement les choses. Je le dis d'autant plus sérieusement que, par exemple, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, dans les marches pour le climat de la jeunesse, des jeunes qui sont tellement angoissés en fait par l'idée de l'avenir, à raison, mais qui disent presque qu'il faudrait une espèce de dictature écologique, quoi. Non, et là, pour le coup, la question, et c'est pour ça que l'urgence écologique est là aussi en son sein, cette question de la réappropriation. Tout à l'heure, tu parlais de maîtrise, mais la réappropriation sur nos vies, sur notre avenir. Comment est-ce que ça peut se faire de manière démocratique avec des pressions qui sont énormes? Si on prend le cas de l'Australie, mais aussi de l'Indonésie, là, qui est sous les eaux, où il y a déjà 66 morts, c'est à des moments, et on va avoir de plus en plus de pressions comme ça qui arrivent. Ça va se multiplier. Hein. Donc la question démocratique, elle est fondamentale dans des moments qui sont quand même très, très difficiles. Alors, on est évidemment complètement d'accord là-dessus, mais on va déjà tordre le cou au désir de dictature. Même si je prends quelqu'un de tout à fait normal, qui se fait pas remarquer pour des comportements complètement zinzin, et vous donnez à cette personne tous les pouvoirs, vous en faites un cinglé. Et en général, pour remplir la fonction de dictateur, il y a en général quand même un profil psychologique à la base qui est quand même pas génial. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui,
En fait, quand on parle de démocratie libérale, en fait, c'est malheureusement la tendance forte aujourd'hui. Et on l'a en France avec Macron. Je suis vraiment désolé, mais on est en plein là-dedans avec lui. Hein. Bon. Mais laissons tomber Macron. Regardons la dimension au-dessus. Regardons Bolsonaro. Regardons Xi Jinping. Regardons Poutine. Regardons Trump. Regardons Erdogan. Le profil psychologique de ce genre d'individu, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je n'aimerais pas tellement les savoir dans mes proches ou comme copains. Hein. C'est des malades. Bon. Et donc la fonction dictatoriale est une fonction qui est, et le type de psychologie qu'elle peut attirer, elle est totalement contradictoire avec ce que ces jeunes appellent dictature écologique. Ce qu'ils appellent par dictature écologique, c'est des mesures qui s'imposent à tout le monde, qui sont relativement fermes et qui nous permettent de sortir le plus rapidement possible du plus haut de la mouise. Ah, ça, c'est totalement contradictoire avec une dictature. Une dictature, là où en revanche elle risque de s'imposer, et elle commence. Et ça, c'est un sacré défi pour tout le monde. Hein. Il faut bien voir que plus les problèmes sont élevés, plus les peuples ont quand même tendance à choisir des gens comme ça. Il faut regarder ça bien en face. Et donc, en fait, c'est quoi le scénario probable avec ce genre de choses? Le cinéma nous l'a montré que Soleil Vert, dans les années 70, hein, c'est une petite élite. C'est déjà le cas de Ceausescu. Hein. Lui, il bouffait des carottes bio. Hein. Je vous dis tout de suite, ce n'était pas le cas de la population. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, la dictature écologique, c'est tout simplement une petite élite autour d'un dictateur, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul, qui va se réserver le maximum de choses et imposer la pénurie à tous les autres. C'est ça, ce qui est crédible en termes de dictature. Et ça se prépare déjà aujourd'hui. Donc, non, comment dire, s'en sortir ensemble et s'en sortir solidaire, c'est totalement antithétique avec ça. Ça n'a rien à voir, c'est rigoureusement l'inverse. C'est l'idée qu'on s'impose à nous-mêmes, en solidarité et en égalité, des mesures qui ne sont pas simples. Ce n'est pas du tout le même schéma. Alors après, comment on fait? Alors, effectivement, il n'y a pas à opposer écologie institutionnelle et radicalité. Enfin, je veux dire non, je veux dire... Même si ça se pète la gueule, on reconstruira bien quelque chose comme un État. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, on aura toujours besoin d'échelles de gouvernance et d'échelles multiples. On n'a pas tellement sûr, notamment en France avec nos traditions jacobines, on n'a pas réussi à articuler un État qui possède des moyens avec une latitude assez importante aux échelles inférieures. Ça, pour nous, c'est un défi énorme. Maintenant, je reviens très rapidement à ce qu'on appelle l'écologie institutionnelle. L'écologie institutionnelle, c'est de dire comment on peut faire avec les institutions pour prendre mieux en compte les enjeux écologiques. Alors on dit aujourd'hui l'écologie institutionnelle, c'est Cyril Dion. Il est sympa, j'adore Cyril, hein, c'est un copain, je ne vais pas dire du mal c'est. Bon, non, attendez, ça fait 30 ans qu'on réfléchit à l'écologie institutionnelle. Les premières réflexions, il n'y avait rien en France. Et les premières réflexions, c'était plutôt des réflexions comment on peut faire pour que dans les représentants, les questions naturelles, et à l'époque on ne mettait pas trop, comme je l'ai fait moi tout à l'heure, trop en cheville, le fait que le naturel et le social, ça va ensemble. Et vous savez que le travail de Serge Audier nous a montré que le 19e siècle a bien mis ça ensemble. Et en fait, c'est la tradition marxiste qui nous a amené à mettre ça sous le boisseau et à plus le regarder. Mais en fait, toute la première tradition, tous les premiers socialistes qu'on appelle utopiques, etc., et puis ils sont hyper nombreux. Serge Audier a fait 2 bouquins là-dessus qui sont magnifiques. Il a bien montré, si vous voulez, que tous ces auteurs croisent questions naturelles et questions sociales. Ils ont tout de suite compris qu'on ne pouvait pas séparer les deux. Ça, c'est assez génial. Bon, et ça, il faut revenir à ces choses-là. Donc, dans un premier temps, on s'est simplement intéressé comment on pouvait avoir plus de représentants qui avaient une empathie plus grande pour les sujets verts. Et en fait, tous les trucs auxquels on a pensé, il n'y a rien qui marche. Et en fait, c'est probablement relativement contradictoire avec les mécanismes de la démocratie représentative. Alors, ce qu'on a fait tout d'abord avec mon copain américain Kerry, c'est de se dire, il faut qu'on trouve des institutions qui viennent, disons,
qui viennent contrebalancer le pouvoir représentatif. Non pas le supprimer, surtout pas, le contrebalancer. Et la dernière, disons, mouture la plus achevée, c'est le petit bouquin qu'on avait sorti au Lien qui libère en 2017, qui s'appelait « Inventons la démocratie du XXIe siècle ». On a repris cette histoire de troisième chambre, et là, on lui donnait des pouvoirs qui n'étaient pas des pouvoirs négligeables. Alors déjà, pour que ce genre de troisième chambre puisse fonctionner, et je vous rappelle, ce n'est pas du tout une chambre qui statue. C'est-à-dire, elle ne vote pas du tout la loi. Seuls les députés et les sénateurs, c'est toujours un Sénat, mais enfin bon, continuent à voter la loi. En termes à la Montesquieu, cette chambre ne statue pas, vous allez voir, elle a quatre prérogatives qui ne sont pas les mêmes. Et donc, premièrement, sa composition, ce ne sont pas des élus. Parce que les élus, eux, ils sont là pour trouver des compromis aux conflits à l'intérieur de la société. Et notamment entre riches et pauvres, et les équivalents, etc. Bon. Et donc, et forcément avec un prisme temporel qui est un prisme plus court. Et donc, comment on fait pour que ça ne nous amène pas à ne jamais tenir compte des enjeux du long terme, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on n'en tient pas compte. Bien sûr. Et quand on dit un truc, on dit oui, bon, ok, on va réduire de moitié nos émissions en 2050. Bon, c'est bien, c'est assez loin, hein, c'est dans 30 ans, et dans l'entre-deux, on ne fait pas grand-chose. Bon. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une troisième. On reviendra sur la composition. La première chose, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut deux à côté. Il faut un premier à côté qui est une espèce, je pourrais revenir, de mini-GIEC, mais beaucoup plus ouvert, bon, et qui s'appuie aussi beaucoup pour le climat sur le GIEC ou l'IPBES pour le vivant. Ça, c'est la première précondition. Deuxième précondition, il faut changer la Constitution. Et notamment, c'était l'idée d'introduire un mixte limite planétaire, empreinte écologique dans l'article 1 de la Constitution. Et pas avec un terme mou. Hein. On dit par exemple la République est écologique et indivisible. Juridiquement, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un texte du genre la République garantit ou la République assure le respect, par exemple, de l'empreinte écologique. Ah oui, là, ça devient contraignant. Ça, c'est tout autre chose. Vous avez proposé la règle verte, la Constitution. Oui, mais alors, moi, je vous dis, je comprends très bien la règle verte, mais en fait, sur un truc comme ça, non, il faut vous allier vers des indicateurs internationaux. En fait, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les différents pays doivent bouger ensemble. Et si vous avez un truc très franco-français comme la règle verte, alors, vous pouvez après réhabiller ça avec la règle verte et mettre le mot. C'est au niveau constitutionnel, qu'est-ce qu'on met dans notre texte là, mais je vais aussi sur la question internationale. Voilà. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on avance ensemble. Hein, et justement, alors on avait eu ça avec Audrey Pulvar, elle avait pas mal de relations avec le pays où il y avait Sankara. Le Burkina. Le Burkina. Et on se dit même à un moment donné que ça les intéressait. Puis ils ont d'autres problèmes maintenant, vous avez vu, mais bon, à un moment donné, ça les intéressait. Donc, chaque fois qu'on réfléchit là-dessus, il faut toujours se dire, je vais faire quelque chose qui peut être ensuite imité. Par exemple, regardez, le Conseil économique et social, il a fini par être imité sur des décennies par plein de pays. Donc, quand on change la Constitution française, moi, c'est mon truc, il faut vraiment avoir à l'esprit quelque chose que les autres peuvent. Et là, en fait, on ne va pas réinventer la poudre, nous. Il y a des indicateurs internationaux. Ça commence à être solide, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est ça qu'on intègre. L'empreinte écologique, c'est reconnu partout. Et donc, là, on a une chance de faire... Après, vous pouvez retracer ça en termes de règle verte, la mettre plus tard, et dire, on entend par règle verte, ça ne changera pas grand-chose. Mais que l'indicateur, dans ce qu'il est visible, il y ait une espèce de compréhension internationale et que ça puisse être repris par ailleurs, c'est fondamental, parce que si c'est pas repris, on n'y arrivera pas. Il faut que la plupart des pays basculent sur ce genre de choses. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc là, il faut effectivement que l'article 1 soit changé. Ensuite, les 4 prérogatives, l'une, c'était, je vous l'ai dit de mémoire, l'une de ces prérogatives, c'est que cette chambre, on reviendra sur sa composition après, mais encore une fois, vous avez compris qu'il ne statue pas. Elle envoie des délégués qui vont suivre toujours les débats parlementaires et les commissions. Et quand un projet de loi apparaît complètement contradictoire, avec, par exemple, dans ce que vous appelez la règle verte, eh bien, dans ce cas-là, la troisième chambre, interpelle de façon officielle
le Parlement. Si le Parlement n'en a rien à faire, eh bien, deuxième possibilité, c'est un droit de veto suspensif. C'est-à-dire c'est simplement, on oblige le Parlement, donc les deux chambres, à rediscuter sur la mesure. C'est tout. On ne peut pas les obliger à voter autre chose. On les oblige à rediscuter. Troisième possibilité, c'est la saisine du Conseil constitutionnel. Je vous le dis tout de suite, il faudrait qu'ils soient un peu différents. Oui, on a peu. Aujourd'hui, sinon, on ne va pas aller très loin. Et puis, quatrième, alors ça c'est intéressant, c'est la mission de cette Chambre, c'est d'aller sur les territoires, d'aller voir les initiatives sur les territoires. Et quand elles sont vraiment intéressantes et qu'elles peuvent être démultipliées, ben, c'est que la loi nationale les y encourage. Donc c'est faire un lien entre vous, les députés, et puis aussi ce qui se fait sur les territoires. On pourrait très bien imaginer des commissions mixtes entre des gens de la troisième chambre et puis des députés. Tout à fait. Et qui vont en permanence labourer les territoires, voir ce qui s'y fait, etc. Pour que, si vous voulez, que le système reboucle. Alors, quelques précisions. Moi, ce à quoi ça me fait penser, puisqu'on on a eu le débat cette semaine avec, au sein de la commission des lois, avec des représentants de la Convention citoyenne, qui sont venus présenter, y compris sur le thème réinventer la démocratie participative. Donc d'une part, ce type de structure-là, de l'autre part, le Conseil économique, social et environnemental, parce que c'est un peu un mix de tout ça, par ailleurs. Et donc vous avez dit que vous préciseriez sur la composition. Le mandat, et puis la mandature, c'est-à-dire que si c'est sur le plus long terme, oui, ils n'interviennent que quand le long terme est engagé. Oui, mais du coup, par exemple, les délégués sont sur sont désignés comment, sur combien de temps, le renouvellement, comment on imagine, y compris par rapport au suivi où on a en termes parlementaires un mandat de 5 ans. Comment on assure justement que le suivi ils doivent être sur plusieurs mandatures de toute façon. Alors, si vous voulez, sur cette troisième chambre, on a évolué, on a proposé des choses, et puis de toute façon, évidemment, après, si un jour il y a une constituante, tout ça est rejoué. Mais l'idée, c'était que cette chambre soit assez plurielle. C'est-à-dire que dedans, l'idée, c'est que ça ne devienne pas une chambre technocratique. C'est-à-dire que ceux qui incarnaient le savoir, ça serait plutôt, on pensait que ça pourrait être par exemple un tiers, des gens qui seraient sur une liste d'aptitudes. La liste d'aptitudes serait validée par les deux chambres parlementaires. Et c'est des gens qui auraient pu faire valoir dans leur existence un engagement pour le long terme. Ça peut être un engagement académique, ça peut être un engagement associatif, etc. Mais eux-mêmes peuvent être des scientifiques, mais à une condition, c'est qu'ils aient joué un rôle dans la société civile. Et on distingue bien ça de justement ce qu'on appelait l'Académie du futur, le Collège du futur, peu importe, on a trouvé plein de noms différents, on s'en fout. Là, on était plutôt au contraire des jeunes chercheurs qui font un boulot proche de celui du GIEC, mais plus étendu, beaucoup plus large, et de l'IPBES, l'équivalent pour le vivant. Bon, avec carrément des aspects plus sociaux, etc. Bon, là, on est du côté de l'expertise. Non, là, on est du côté de l'engagement fondé sur un savoir. Ensuite, on avait dit un tiers de gens choisis au hasard. Et un tiers, puisqu'on est parti du CESE, de corps constitués. Le problème des corps constitués, c'est que, si vous voulez, ils ont une manière d'avoir les sujets. Il n'y a jamais de débat, en fait. Les choses sont, disons, c'est prédécidé par leurs organismes, puis après, ils sont dans un rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée. Donc ça fout tout en l'air. Notre idée, c'est d'avoir une Assemblée délibérative. Et je suis désolé, s'il y a bien une assemblée où on ne délibère pas beaucoup, c'est des assemblées classiques, parce qu'en fait, on est sur des rapports de force. Là, ça serait de se rapprocher d'un idéal d'une assemblée délibérative. Donc, voilà. Mais ça, pour que ça puisse marcher, il faut que ce soit le résultat d'une constituante. Et alors, ça peut nous donner d'autres choses. On sait ce qu'on va en faire, on ne sait pas ce qu'on a à la sortie, c'est normal, c'est le jeu. Mais en tout cas, il nous semble que l'idée d'un contre-pouvoir, mais très bordé, vous avez vu, ce n'est pas des gens qui vont statuer. Et eux, leur poids, il aurait été inexistant avant 2018. Parce que comme ils n'ont qu'un poids moral,
Si vous voulez, imaginez en ce moment, avec Morrison, une chambre comme ça en Australie. Ouais. Évidemment, elle n'a pas le même poids pendant et après les incendies qu'avant. Ce genre de contre-pouvoir, c'est le bras armé de la conscience de la population. Et qui contraint ceux qui sont pris dans des enjeux à plus court terme à desserrer un peu les taux mentaux. On ne peut pas faire mieux. Sinon, on sort du principe de la représentation. Ouais, mais je pense que la question du veto suspensif, c'est ça qui est fondamental. Qui est fondamental, parce que sinon, il n'y a pas de... Et la menace de saisine. Et voilà. Et la menace de rapport saisine. force, parce que c'est ce qu'on... Oui, et puis après c'est bon, ça c'est le typique c'est le type même du macronisme qui refuse justement de mettre des interdictions, mais ça serait en plus de règles d'interdiction qui seraient mises, notamment je pense au commun. Pour le coup, quand on parle d'Australie, quand on voit qu'ils ont donné 89 milliards d'eau potable à un fonds de pension pour qu'ils aillent le revendre, l'eau australienne qui revendent à des fermes d'orchidées qui ensuite sont envoyées par avion. Alors qu'ils flinguent 10 000 et qui dromadaires. flinguent 10 000 dromadaires parce que... Voilà, ça. Alors, que la chose soit claire, hein, c'est ce que je voulais dire aussi par solidarité tout à l'heure, derrière vous avez l'idée de commun. Il faut revenir à des communs. Et il faut désapproprier tout ce qui est propriété de ce qui conditionne la viabilité sur Terre. C'est évident. Et alors là, moi je m'inscris mais complètement en faux. On ne s'en sort pas sans interdiction. Vous avez une jeune juriste, alors plutôt à droite, hein, je vous dis tout de suite, qui a fait sa thèse avec un de mes amis qui est aussi plutôt à droite, à Lausanne. Cette thèse dit, ben non, le droit de l'environnement, ça ne sert à rien. 50 ans de droit de l'environnement n'ont rien donné. Sans interdiction. Vous m'avez bien entendu, sans interdiction. Ça n'est pas possible. C'est totalement impossible. Il faut arrêter avec ça. En même temps, c'est limite. Hein. Là, il y a des choses qu'on doit interdire. C'est vital. C'est tout. Ça ne se discute même pas. On interdit. Et là, c'est l'État qui doit reprendre la main là-dessus. Mais encore une fois, il faut trouver cette espèce, si vous voulez, de mélange. Et ça ne peut se faire que vous voulez, on peut gamberger intellectuellement, mais c'est dans la réalité qu'on va arriver à faire ça. Et il faut savoir qu'on va, si vous voulez, qu'on va tâtonner. Si vous voulez, c'est tellement dur ce à quoi on est confronté. Il faut qu'on sache que même sur un plan légal et constitutionnel, on va sans doute tâtonner pendant des décennies. Mais y compris, et du coup c'est aussi l'avantage de ce que tu disais sur le rôle de l'État qui fixe les objectifs, qui vérifie que les objectifs soient suivis, et après une liberté de moyens, de manière de faire, voilà, que ce soit à l'échelle de communes ou à l'échelle un peu plus large. Là aussi, il va falloir tester plein de choses pour voir justement ce qui fonctionne, pour voir aussi voilà, quelles sont les conditions. Il faut savoir qu'on change de monde. On a, si vous voulez, et on ne peut pas nous le reprocher, c'était normal, hein, vous connaissez cette expression, la vallée des larmes. Hein, encore au 19e, et si vous lisiez Benjamin Constant, vous ne pouvez pas le lire si vous n'avez pas ça en tête, on crevait de faim. Donc le problème, c'était de produire. Ça n'a rien de scandaleux. Il fallait produire. Le productivisme, il avait tout son sens. Bon, on n'est plus du tout dans cette même conjoncture. On doit produire moins. Énormément moins. On n'a plus le même problème. Et donc, par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc on tâtonne, qu'on cherche, qu'on expérimente, c'est normal. Et on va même expérimenter sur les normes fondamentales, parce que c'est trop dur ce dont on va sortir. Et parce qu'on est formé par des siècles de réflexes qui aujourd'hui ne sont plus adéquats. J'ai une question, vous l'avez effleuré tout à l'heure, sur la coordination au niveau... entre États, entre pays et au niveau international, parce que nous, on s'est aussi inspiré des initiatives prises par d'autres pays, enfin dans d'autres pays par les parlementaires, donc notamment le Green New Deal aux États-Unis. En ce moment, il y a, depuis le début de la nouvelle mandature au niveau européen, une autre stratégie qui est mise en place. Que nous, on critique assez parce que la dimension qui ne remet pas en cause fondamentalement le fonctionnement du système. Oui, c'est grand but. Se base sur la finance, etc. Mais voilà, il y a ça qui est en cours. Et donc voilà, c'est intéressant de remettre la question de la souveraineté nationale des États au centre, mais pas en contradiction
avec, Surtout parce pas, que souvent voilà, dans c'est les ça. débats actuellement, Absolument. notamment au niveau de l'Europe ou au niveau international, c'est opposé. On a l'impression qu'il faut moins d'États pour que ce soit le niveau supranational qui Alors, l'emporte. moi, je pense Et que donc c'est l'inverse. il faut une nouvelle articulation Voilà. entre une souveraineté nationale, Tout à fait. une coordination au niveau européen et puis une dimension internationale. Est-ce Tout à que fait. vous avez... Pour moi, des si vous voulez, éléments non, mais pour moi, ça c'est très clair. Si vous voulez, pour que, comment dire, si vous avez une gouvernance internationale avec des États qui ne peuvent pas servir de relais, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est les grands groupes qui vont fixer les trucs. Si vous êtes dans un marché ouvert, si on peut toujours produire plus, vendre plus, qu'est-ce que vous voulez faire en matière d'environnement? Rien. Donc, si vous n'avez pas des États qui sont à nouveau capables d'encadrer les flux sur un territoire, ça veut dire quoi la gouvernance internationale? Ça veut dire qu'on doit baisser nos émissions. Ça veut dire qu'on doit réduire en termes d'empreinte écologique. C'est une question de flux. La gouvernance internationale va vous fixer les flux, les États vont être le relais sur les territoires. D'où l'importance qui est, ce que je vous disais tout à l'heure sur la Constitution. Hein. Regardez si ça vous chante la règle verte, mais en tout cas, il faut que le contenu que vous donniez à la règle verte, ça soit des indicateurs internationaux. Ça n'a pas de sens autrement aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, moi, ça, c'est un des messages forts que je veux passer. Hein. Bon, moi j'étais sur cette liste, mais j'étais en tant qu'expert. Je ne suis pas un homme politique, c'est pas mon boulot, chacun le sien. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que, d'une manière générale, politiquement, vous ayez dans les différents partis des acteurs qui commencent à comprendre la mouise où on est. Après, chacun joue son rôle et son jeu. Mais il faut qu'il y ait une espèce de commun d'information et d'orientation. Et vous avez vu que le commun, il va loin. Il va toucher les questions d'égalité. Il va toucher le rôle des États. Ok, alors aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va porter ça. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez? Après, à vous, chaque formation va traduire ça à sa manière. Moi je reste vraiment sur les grands enjeux, si vous voulez, généraux, mais en descendant quand même dans certains détails. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, et Vous avez des questions? Ça va? pour les collègues. C'était passionnant. Bon, écoutez, Voilà. tant mieux. Ouais, c'est bah que ouais, ça on va pourrait, quelque chose. on pourrait- C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Un En grand tout cas, merci. c'est Bah oui, très mais moi je compte utile, sur vous, et là, vous on et d'autres pour... L'idée de la résolution, c'est de Ouais. mettre Ouais. les pieds dans le plat et d'essayer d'avoir au moins un début de réflexion dans ce que vous disiez sur pas simplement en fait une opposition de voilà modèle contre modèle, mais une vraie réflexion. Une vraie réflexion de fond, il faut ça. on est obligé d'avancer Et puis ensemble. voilà. Et marquer, enfoncer des points Ok, au niveau super. national et aussi au niveau européen, parce qu'on travaille avec nos collègues de la délégation au Parlement, D'accord. qui ont aussi Ah oui, ça, c'est ce bien. projet. Bah oui, très puis, bien. Et surtout, puisque c'est en débat dans la Ah journée bah oui, de la avec Commission. Donc voilà. le Green New Deal européen, on est Ouais. en plein dedans. Hein. Alors Voilà. j'ai vu les projets. Et moi, j'avais plein de questions qui viennent. Ouais. Du coup, c'est hors, parce que Ça y est, ça... on est bon.